Bonjour à tous, et je crois que vous êtes tous là, et puis les retardataires vont nous rejoindre en cours de route. Je m'appelle Olivia, c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Webinaire qui vous montrera comment Asmae continue de faire vivre un héritage de solidarité et de justice dans la lignée de Sœur Emmanuel. Et pour évoquer cet héritage avec nous, Catherine Alvarez, responsable relations donateurs et libéralité. Catherine a été directrice générale de l'association pendant 30 ans, dont 17 aux côtés de Sœur Emmanuel. Il y a 5 ans, elle a pris sa retraite, mais elle œuvre toujours au conseil d'administration désormais. Elle est aussi bénévolement en charge des legs, donations et assurances vie. Avec nous également Vatusoa Rea Andria Miarana, qui est responsable des opérations et partenariats à Madagascar. Enfin, nous avons aussi Pierre Villon, qui est avec nous, bien sûr, directeur communication et collecte. Bonjour à tous les trois. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Catherine, vous qui avez côtoyé Sœur Emmanuel si longtemps. Pouvez-vous évoquer, pour commencer, un souvenir fort que vous avez partagé avec elle? Oui, je me souviens des 60 ans de vie religieuse de Sœur Emmanuel qui avait lieu en mai 1991. À cette occasion, Sœur Emmanuel avait invité au Caire de nombreux invités, dont Danielle Mitterrand, qui à l'époque était première dame, mais aussi présidente de France Liberté. Et donc, elle était sans doute là aussi à ce titre-là. Et il était prévu tout un parcours dans les 3 bidonvilles dans lesquels Sœur Emmanuel avait œuvré. Donc, on voyait les écoles, les différentes activités pour les enfants, pour la promotion des femmes, etc. Et dans le 3e bidonville, à Méadictora, nous attendaient les chiffonniers qui vivaient dans ce bidonville-là et qui avaient préparé une pièce de théâtre qui mettait en scène la résistance qu'avaient les chiffonniers à envoyer leurs enfants à l'école. Et c'était un grand succès de voir que les chiffonniers contre Sœur Emmanuel s'étaient battus pour qu'ils se décident à envoyer leurs enfants à l'école, et arrivaient à rire de cette situation et étaient totalement convaincus du bienfait de l'école pour les enfants. Donc, cette journée-là aussi, ça avait été assez symptomatique de voir que les cars qui transportaient les invités de Sœur Emmanuel à travers le Caire et notamment les bidonvilles avaient eu un chemin qui avait été préparé par le gouvernorat et tout au long duquel il y avait des palissades de tissus qui empêchaient de voir ce qui se passait derrière les barricades et qui empêchaient de voir la misère qui était quand même assez frappante, encore plus à cette époque qu'aujourd'hui, puisque c'était il y a maintenant plus de 30 ans. Merci Catherine pour ce témoignage. On visualise très bien ce moment et ces images. Pour clore cette introduction, je me tourne vers vous, Pierre. Vous allez nous donner quelques chiffres clés sur l'impact des dons l'année dernière, en 2024. Il faut toujours lutter. Il faut toujours Pour lutter. être exactement comme dans la lignée de Sœur Emmanuel que l'on voit apparaître là à l'image, nous sommes très pragmatiques. Pour pouvoir assumer les projets de terrain, pour pouvoir aider les enfants à travers le monde, il nous faut de l'argent. Sœur Emmanuel l'a toujours rappelé, aller chercher des sous. Comment est-ce qu'on fait? La moitié du budget, en gros, vient des fonds publics. C'est très important d'impliquer les fonds publics, d'impliquer la République, d'impliquer l'Europe. Ils nous soutiennent, ils sont très généreux. Il y a des défis, vous le savez tous et toutes, cette année particulièrement, la baisse des fonds publics. Nous pouvons relever ces défis grâce à vous tous, donateurs, donatrices. Les dons représentent plus de 30% du budget global. Il y a une deuxième source très importante d'argent qui est les legs et les libéralités. Tout ceci permet d'assumer à près de 80% des dépenses sont directement au bénéfice des enfants. Nous avons la chance de pouvoir, grâce aux bénévoles investis dans Asmae, Association Sœur Emmanuel, avoir des frais de fonctionnement extrêmement bas, 7%, c'est très très peu. Pour aller chercher toujours plus de dons, nous investissons dans la collecte et c'est 14% en toute transparence, 14% du budget est consacré à ça. Tout le reste, c'est-à-dire près de 80%, 79% exactement, est consacré aux missions sociales, missions de terrain qui permettent aux enfants de trouver une voie pour sortir de la misère et accéder à l'éducation et à la protection. Vous voyez la ventilation des pays d'intervention. La majorité va dans les pays du Sud, le Liban, le Burkina Faso, Madagascar, Philippines, Côte d'Ivoire.
et bien sûr toujours l'Égypte, hein, le pays mère, où tout a commencé. Il est quand même important de noter que près de 40% des fonds vont à des actions sociales en France, ici, où les besoins sont très importants également. Donc une très belle répartition ventilée un peu partout à travers le monde. Merci Pierre. Effectivement, là, on a une vision globale et on visualise tout ça très très bien. On va à présent revenir sur l'esprit et les valeurs fondatrices portées par Sœur Emmanuelle. Et pour se mettre dans le bain, si je puis dire, je vous propose de regarder cette vidéo. Il faut toujours lutter dans la vie. Et mon expérience donc, de très vieille femme, c'est quand on s'acharne, on est toujours vainqueur. Mais il faut s'acharner, aller jusqu'au bout, du bout, continuer, jusqu'à ce qu'on transforme quelque chose. On ne transforme pas le monde, mais on doit transformer quelque chose dans le monde. Chaque être humain doit le faire. Transformer quelque chose dans le monde. Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet engagement initial est devenu un combat collectif et intergénérationnel? Donc, Sœur Emmanuelle, elle, quand elle était toute petite, elle voulait sauver l'enfance. Elle voulait sauver les enfants. Donc, ça a été la cause de sa vie. Et avec l'association, on a voulu développer des projets en faveur des enfants les plus défavorisés et s'occuper de les protéger contre les dangers de la vie, les abus, les maltraitances et surtout leur donner accès à une éducation de qualité. Donc ça, Sœur Emmanuelle, elle voulait ce qu'il y a de mieux pour les plus pauvres. C'est comme ça qu'elle voulait une piscine dans le bidonville, c'est pour ça qu'elle voulait les meilleures écoles dans le bidonville et de fait, les écoles ont des résultats exceptionnels dans le bidonville. Donc c'était vraiment à donner, la possibilité aux plus pauvres d'avoir une éducation, de qualité et c'était le moyen aussi pour elle, de donner une chance aux enfants les plus pauvres de prendre leur vie en main. Pour les filles, de s'émanciper et pour tous de développer le pays. Et concrètement, comment elle a fait pour agir? Quelle a été sa méthode? Alors, la méthode qu'elle nous a transmise et qu'on applique toujours aujourd'hui, c'est celle du partenariat. Travailler en partenariat, c'est-à-dire avec les associations locales, au rythme du pays, en tenant compte de la culture du pays. Donc, ça n'a pas été tout de suite la voie qu'elle a prise. Elle a commencé par appliquer des grands principes issus de son expérience occidentale, sans trop demander l'avis aux gens, en imposant un peu. Et elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas du tout. Donc, elle a changé de méthode et elle a associé les chiffonniers à la réflexion concernant leurs besoins. Puis, une fois les besoins diagnostiqués, ben, comment y répondre et puis le mettre en œuvre ensemble. Et là, elle s'est rendue compte que ça marchait. D'où notre mode d'intervention auquel on tient beaucoup parce qu'il a des résultats, c'est de travailler avec les associations locales, fonction de leur culture, fonction de leur temporalité. Et c'est dans ces conditions-là qu'on arrive à vraiment installer un développement durable. La méthode Sœur Emmanuelle qui fonctionne toujours aujourd'hui. Merci Catherine. Pierre, avec vous, on va revenir sur la mission d'Asmae aujourd'hui et la manière dont on peut y contribuer, évidemment. C'est tout d'abord relever le défi lancé par Sœur Emmanuelle. Hein, Catherine l'a très bien mentionné, rappelé. Cette énergie folle que Sœur Emmanuelle a transmise, nous la portons et nous nous devons de la faire vivre. Pourquoi? Pour les enfants. Et comment est-ce que Sœur Emmanuelle nous a transmis ce fait d'être centré sur l'enfant? Il faut qu'on comprenne que l'enfant est complexe, qu'il faut le remettre dans son univers familial, d'école, social. Il faut comprendre ses besoins. Ça ne sert à rien de vouloir lui apprendre à lire si jamais il ne peut pas manger. Nous, Asmae, nous relevons tous ces défis-là. Il faut que l'enfant soit au cœur de notre système. Pour arriver à cela, rien de mieux que de partir de partenariats en local parce que les gens dans les communautés locales, dans les villages, dans les petites villes, ils savent exactement où sont les problèmes. Ils savent comment relever les défis ils savent beaucoup mieux que nous. Nous sommes en partenariat avec eux pour les aider, les booster, les financer, les mettre en relation avec d'autres institutions locales ou nationales.
c'est eux, nous les aidons à trouver les solutions pour les enfants. Il faut évidemment aussi que ces enfants, on les écoute et qu'on porte leurs paroles. Quand les jeunes filles, par exemple, n'ont pas accès à l'école, et c'est un scandale total, il faut entendre ces jeunes filles qui ont envie de pouvoir accéder à l'école, et il faut pouvoir répondre à ce désir et créer des écoles comme l'a fait Sœur Emmanuelle. Enfin, je terminerai par trois mots-clés qui témoignent vraiment de l'énergie que Sœur Emmanuelle a donnée à Asmae et que nous continuons à vivre, hein. Expérimenter, toujours trouver de nouvelles astuces et s'aimer, c'est-à-dire diffuser autour de nous les astuces qu'on a pu mettre en place et enfin diffuser de façon très très large au niveau national, au niveau international. Pour accomplir ces missions, merci Pierre. Évidemment, le don est essentiel. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance du don ponctuel et de son impact? Une phrase: l'amour ne capitule jamais. Le don qu'on peut tous faire, c'est cet amour qui ne capitule pas. On s'engage pour les enfants, c'est essentiel. L'amour ne capitule jamais, c'est pour les enfants, c'est l'héritage que Sœur Emmanuelle nous donne, hein, cette niaque, ce désir phénoménal, ne jamais abandonner. L'action de terrain a besoin d'argent. Vous tous et toutes qui êtes présents là, votre don, eh bien, c'est un geste qui transforme. Il permet au projet de terrain de se faire, d'être réalisé. Pour qui? Pour les enfants, pour qu'ils s'en sortent. L'amour ne capitule jamais. Le geste qui transforme, c'est le don. Merci Pierre, merci Catherine. On vous retrouvera dans quelques instants, mais pour l'instant, on part pour Madagascar où nous attend Vatou Soa. Bonjour Vatou Soa. Avant de nous parler des actions concrètes sur place, vous vouliez nous dire un petit mot pour débuter? Oui, donc bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc moi, je suis Vassou Réari-Ingénieur, la responsable des opérations et partenariats chez Asmae Madagascar depuis juin 2024. Donc pour moi, rejoindre cette mission a toujours été une source d'inspiration constante et c'est vraiment aujourd'hui avec beaucoup d'émotion que je participe à ce webinaire qui reflète vraiment nos investissements et notre beau combat du quotidien. Bien que moi, je n'ai pas croisé la sœur Emmanuelle, j'entends vraiment la force de son héritage qui résonne profondément dans nos actions quotidiennes. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux projets que nous soutenons à Madagascar, qui traduisent concrètement cet esprit, état d'esprit de Sœur Emmanuelle, agir là où la dignité est humaine et mise à mal, et accompagner chacun à se relever et à redevenir acteur de sa vie. Merci Vatou Soa. Vous allez nous présenter en détail ces projets dans quelques minutes. Mais avant cela, pour qu'on puisse bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les besoins et le contexte sur place? Oui. Donc, la situation des enfants dans les milieux défavorisés, on arrive là où on intervient, là où cet héritage de Sœur Emmanuelle prend vraiment vie, c'est que ça reste toujours sensible, c'est toujours marqué par une pauvreté extrême, entraînant une sorte de malnutrition élevée et l'accès à l'éducation et à la santé qui sont souvent limités. Ces enfants qui vivent dans des conditions insalubres sont particulièrement aussi vulnérables aux chocs économiques et environnementaux et qui courent vraiment des risques élevés de violence et d'exploitation. Quant à Antsirabe, les jeunes font face vraiment à des opportunités limitée à une dépendance économique précaire et à une vulnérabilité à l'exploitation. Donc, de façon générale à Madagascar, des défis communs persistent, notamment donc cette malnutrition chronique, cette faible action à l'eau, à l'assainissement, l'éducation limitée et aussi de basse qualité, les mariages et grossesses précoces, le travail des enfants, la violence, les crises, les catastrophes récurrentes, ainsi qu'un accès restreint vraiment aux soins de santé. Merci Vatou Soa. Et pour qu'on comprenne concrètement comment vous agissez, vous allez nous parler de deux projets aujourd'hui. Et le premier, c'est J2A. Oui, J2A ou Jeunes actrices de leur avenir, donc à Antsirabe, donc de nombreux jeunes vivent dans une grande précarité.
le chômage est massif, les opportunités sont rares et bien souvent les formations sont inadaptées au marché. Donc pourtant, dans cette ville, il y a une jeunesse qui déborde vraiment d'énergie, de volonté, d'initiative et d'idées, mais il leur manque parfois un coup de pouce, une structure qui croit en eux. Donc c'est exactement ce que propose le projet J2A, un parcours complet pour soutenir ces jeunes-là vers l'autonomie. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être ponctuel, mais vraiment d'un accompagnement global qui part de leurs besoins et aussi de leur potentiel. Et c'est un programme, je crois, qui est développé étape par étape, 4 au total. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Étape, processus, cursus. La première, c'est vraiment la partie éveil citoyen et aussi aux droits fondamentaux donc de ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, je peux vous partager que 95 jeunes ont été déjà sensibilisés sur des sujets essentiels à leur vie quotidienne et aussi à leur avenir dans les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive, tout ce qui est citoyenneté active. Donc, à cela s'ajoute aussi donc 11 clubs de jeunes dans un lycée partenaire où ils ont vraiment l'occasion de partager, de débattre, de se former, bref, vraiment s'engager. La deuxième étape, c'est plus axé vers la formation aux compétences de vie et professionnelles. J2A donc propose un programme de formation qui combine à la fois savoir-faire technique et ce qu'on appelle aussi les life skills ou les compétences de vie, se connaître, gérer ses émotions, prendre des décisions et coopérer. Donc actuellement, plus de 590 jeunes ont suivi ces sessions-là où c'est vraiment une posture de changement de posture, on va dire, que ces jeunes reprennent actuellement confiance en eux, qu'ils apprennent à se projeter, à se fixer des objectifs concrets et surtout que dans cette démarche, ils ne se sentent plus seuls. Donc, la troisième étape, c'est vraiment l'insertion professionnelle. Donc, J2A aide ces jeunes-là à entrer sur le marché du travail avec des ateliers pratiques notamment, la rédaction des CV, la préparation aux entretiens techniques, les recherches d'emploi. Mais surtout aussi, c'est que ces jeunes-là bénéficient d'un accompagnement individuel, des entretiens réguliers, des orientations personnalisées et surtout un grand appui à la recherche de stages ou d'emploi. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que J2A a mis en place aussi un soutien social individualisé, un psychologue qui soutient ces jeunes-là, où actuellement on soutient donc 24 jeunes dans 17 femmes, là où on parle vraiment d'une grande prise en compte de leur réalité professionnelle. Donc, la quatrième et dernière étape, c'est l'entrepreneuriat, puisqu'il y a des jeunes qui préfèrent pas aussi aller dans l'aspect option salariat, mais qui ont des idées ou ils créent leurs propres activités. Donc, grâce à un programme AGR, ils apprennent vraiment à monter un projet. On apprend le marketing, l'initiation à tout ce qui est numérique, la construction d'un business plan et aussi la gestion des risques. Donc, dans ce programme, c'est qu'ils développent réellement leur esprit d'initiative, la culture financière, vraiment des ressources précieuses pour affronter ces défis économiques. Quel fil conducteur de toutes ces étapes à tout ça? Donc, moi, je pense que c'est les life skills, en tout cas, c'est les fils conducteurs, puisque c'est vraiment ça qui transforme les jeunes en profondeur. Elle donne les outils pour rebondir, pour prendre place dans la société, avec beaucoup d'assurance et ce changement qui rayonne aussi dans leur entourage pour vous dire qu'actuellement, 200 parents ont été aussi sensibilisés par ces jeunes-là autour de la protection des enfants à l'égalité de genre. Donc, pour vous partager un peu comment on vit ça au quotidien, c'est qu'un Tirapé, on a organisé une conférence sur les métiers porteurs. Donc, ça, avoir longtemps travaillé dans ce secteur, c'est la première fois pour moi que j'ai assisté à cette conférence où, d'une capacité de 30 jeunes, on avait plus de 30 jeunes. C'était vraiment le silence total. On n'entendait que seulement les panélistes parlaient où ils étaient vraiment très attentifs
À la fois, pour moi, c'est vraiment une signe de jeunesse proactive et soucieuse de leur avenir. Et que après, ils étaient vraiment allés vers, en plus en profondeur vers ces panélistes pour échanger. Ils n'ont pas hésité à demander est-ce qu'on peut discuter à la fin de cette conférence. Donc, pour moi, c'est complètement inédit ce qui s'est passé à Anti-Rapé au mois d'avril dernier. Donc, en résumé, si je peux le dire, c'est que J2A, c'est un parcours vraiment vers l'autonomie avec des résultats déjà très concrets actuellement. Si c'est encore un projet en cours, des jeunes qui se relèvent, qui trouvent un emploi, qui créent leurs activités et surtout qui retrouvent confiance en eux. Merci beaucoup, Vatoussoa. Effectivement, c'était passionnant d'écouter les détails autour de ce projet J2A. Vous allez nous parler d'un autre projet qui, celui-ci, s'adresse aux plus petits. Il s'agit de Sarefetsi. C'est un outil. Et pour le découvrir, vous nous avez préparé une petite vidéo. Le Sarfet est un outil pédagogique destiné aux classes du préscolaire et alphabétisation. Il est constitué de cartes images et de fiches de jeu qui permettent le développement des compétences psychomotrices, socio-affectives et cognitives. Il y a dans ce kit 312 images propres à la vie malgache, classées en une trentaine de thèmes. On y trouve aussi 50 fiches de jeu qui permettent à l'éducateur d'exploiter ces illustrations pour animer les activités en classe. Ces fiches, tout comme le guide d'utilisation, sont d'ailleurs disponibles en malgache et en français. Toutes les activités proposées dans le Sarfet sont conçues pour que l'enfant observe, choisisse, touche et manipule les images. Les jeux proposés peuvent se faire sous tutelle de l'éducateur, mais aussi en autonomie. L'outil développe des compétences liées aux mathématiques, au langage, à la lecture et au psychomoteur. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le ministère de l'Éducation a adopté notre outil afin d'accompagner le programme éducatif pour les enfants du préscolaire. En conclusion, le Sarfet est un outil extrêmement riche. Il favorise la pédagogie ludique et participative en classe. Il s'adapte facilement selon le contexte et l'âge de son public. Et enfin, le nombre d'activités proposées n'est pas fini. Il est entièrement modulable. Merci pour cette vidéo. Je crois que vous aimez particulièrement Sarfetsi. C'est un outil qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? Oui, donc le Sarfet, ce qu'on pourrait traduire de image malicieuse ou image maligne, c'est un outil éducatif qui sont conçus pour aider vraiment tous les enfants, notamment ceux qui sont en grande difficulté d'apprentissage. La difficulté d'apprentissage peut toucher tous les enfants en fonction donc, de leurs environnements. Donc, cet outil, pour nous, c'est vraiment un véritable levier de développement pour chaque enfant parce que, si je peux vous partager, sur le plan moteur, c'est un outil qui, elle, stimule la motricité fine et globale, renforce cette autonomie corporelle et qui est basée sur plus la manipulation pour que chaque enfant puisse apprendre sereinement. Sur le plan un peu plus cognitif et langagier, c'est que cet outil aide vraiment à enrichir le vocabulaire de l'enfant qui favorise l'expression orale, le développement de sa pensée logique et qui aide réellement les enfants à comprendre, mais surtout à se faire comprendre. Je peux vous raconter une activité qui s'est déroulée à travers ces outils-là, ces images d'imitation des animaux qui a un jour viré vraiment un festival de rire où on peut vraiment, de la part de ces enfants, avoir des choses complètement inédites, on va dire, où ils sont sortis vraiment des bruits un peu maladroits, bizarres à la fois, où entre enfants, avec éducateurs et nous-mêmes, on a vraiment rigolé pour vous dire que travailler avec ces enfants-là aussi et avec l'outil, ça permet aussi de rester jeune, on va dire. Et sur le plan émotionnel et social, c'est que l'outil permet vraiment
de parler des émotions, d'aborder des sujets parfois tabous. On en a des sujets sur ça, de construire des relations plus apaisées, plus respectueuses. Et enfin, je pense surtout que cet outil redonne vraiment la joie, qui fait vivre un peu dans un bulle d'oxygène, l'imaginaire, tout ce qui est parenthèse ludique et espoir, un espace pour un peu plus d'espoir. Ce que je peux vous partager là, c'est que, par exemple, moi, j'ai été témoin donc d'une activité où on demandait aux enfants donc de raconter des histoires à travers les images. Donc, il y avait un petit garçon qui était confronté à des images donc de maisons, d'eau et de serpents, où il a imaginé que cet serpent assoiffé est entré dans une maison pour voir. Donc, nous, on était vraiment stupéfaits en voyant vraiment ça. L'enfant a tout de suite réagi, comme quoi, en signe d'empathie et de nécessité, que peut-être que ce serpent dehors, personne ne lui a donné ce qu'il voulait et que finalement, c'était le seul moyen de boire parce que c'était un besoin et vraiment cette nécessité qui motive l'action et qui, selon nous, suggère peut-être un écho possible de la réalité d'un enfant, par exemple, en situation de rue, qui relève une compréhension intuitive des besoins essentiels à travers son imagination. Donc, c'est pas anecdotique à la fois, mais pour beaucoup d'enfants, c'est parfois la première fois qu'ils se sentent aussi vraiment qu'ils ont de la valeur et qu'on croit en eux et qu'on leur donne des outils à leur mesure. Donc, comme le disait notre sœur Emmanuelle, donc l'essentiel, c'est l'enfant et ses imagés, je peux vous le dire que ce sont vraiment des clés pour ouvrir les portes là où la pauvreté avait vraiment tout verrouillé. Et vous aviez, je crois, quelques témoignages à nous montrer. Oui, donc on prend des parents, c'est jeune. Tiako mianatra aty satria mampahay sady manabe mampahazo lesona be ilay manao sary fety. Tiako ty sary ty zao. Tsy mijanona mpanabe an'ankizy zany ankehitriny fa afaka mizara ihany koa an'ireo mpanabe namako ny outil izay rehetra noforonina izay misy rehetra ao amin'ny ASMAE. Za miaigna agnatin'ny formation ary tsy monamonay zany fa faly dia ohatrany hoe te ahita inona indray atao manaraka. Sary anarako roapolo taona. Za dia mianatra ny maneho restauration. Ny nofinofiko zany dia no hoe ho lasa nofino zany mba ho lasa hoe hananany restauration manokana. Tsisy andro fanampiana hoe dia tsy hitanao hoe ianao ino izay amin'izay tanora. Dia no nisan'ny projet tanora zareo dia nafinaritra be ilay satria miverina afaka miverina mianatra izay nampitombo fahalalahana. Merci pour ces témoignages. Avec ces témoignages d'adolescents, on mesure l'importance du projet et puis les sourires des plus petits. Ça suffit à faire notre bonheur et à comprendre votre mission. Merci pour cette présentation très riche, Vatousoa. Ça nous a permis de parfaitement comprendre ce que vous faites à Madagascar avec ASMAE. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots pour conclure ? Oui, donc pour conclure, donc ces deux projets, donc J2A pour les jeunes, le projet Anquise, d'où l'outil Sarfit pour les enfants, illustre à merveille notre approche, donc cette approche globale, holistique, durable et profondément humaine. Donc moi je vous dis, c'est grâce à vous. Ces actions sont possibles grâce à vous. Ces jeunes reprennent vraiment confiance. Ces enfants découvrent leurs capacités, leur plein potentiel et c'est toute une communauté qui se relève. Donc, chaque don est une graine d'avenir. Alors, merci du fond du cœur pour votre engagement à nos côtés. Merci. Merci beaucoup, Vatousoa, et merci pour votre enthousiasme quand vous nous parlez de ces projets et de votre mission. Vous restez avec nous, bien sûr. Je me retourne vers Pierre pour évoquer à nouveau le don. Cette fois-ci, le don régulier et le parrainage. Pourquoi, Pierre, sont-ils essentiels pour ces projets, à l'image de ce dont vient nous parler Vatousoa? Passer après Vatousoa, c'est toujours un exercice d'humilité. Je suis tellement fier d'être ton collègue, Vatousoa. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais parce que c'est extraordinaire.
tu nous as montré que éduquer un enfant prend du temps. Il y a une capacité pour vous, donateurs qui le souhaitez, de suivre le développement long, le temps long que nécessite un enfant. C'est le don ponctuel, le prélèvement automatique, voilà. Chez Asmae, nous cherchons vraiment à le développer. C'est pour ça que cette année, nous lançons une grande campagne qui s'appelle 500 nouveaux fidèles pour la protection des enfants. 500 nouveaux fidèles, c'est 500 nouvelles personnes qui, peut-être vous, peut-être vos voisins, vos amis, font le choix de tous les mois nous verser un peu d'argent. Ça permet comme ça d'assurer un accompagnement durable pour les enfants. Hein. Ils reçoivent des soins, de l'éducation sur le long terme. Ça permet d'agir durablement. Nous pouvons planifier nos actions grâce à ces dons ponctuels que l'on sait récurrents qui vont venir. On peut planifier. Pour vous, donateurs, c'est facile à mettre en place. Quelque part, vous rentrez dans cette démarche, dans cette grande aventure avec nous de protection des plus jeunes. La notion de fidélité, si chère à Sœur Emmanuelle, c'est aussi une façon de la vivre. 500 nouveaux donateurs, si jamais vous rejoignez cette communauté, en faisant 20 € par mois, par exemple, ça nous donnerait 120 000 € par an. C'est énorme, voyez-vous. Si jamais c'est 30 € par mois que vous donnez, ces 500 nouveaux donateurs vont permettre d'investir 180 000 € par an. Donc le don régulier, le prélèvement automatique est tout à fait essentiel. Vraiment, si vous pouvez y réfléchir, je pense que Vatasoa pourra augmenter encore l'impact de ces actions. Merci beaucoup, Pierre. On va à présent ouvrir un dernier chapitre sur la transmission et on va retrouver Catherine pour l'évoquer. Catherine, vous êtes également responsable des relations testateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Oui, donc les testateurs sont des personnes qui m'ont fait savoir qu'ils avaient fait un testament en faveur de Sœur Emmanuelle, à savoir qu'ils vont léguer tout ou partie de leur patrimoine à l'association à leur décès. Et ces testateurs, donc, on est en lien sur plusieurs années souvent entre le moment où ils me font part de leur idée de faire un testament et le moment où ils nous quittent. Donc, on se connaît un petit peu et à cette occasion-là, ils me disent qu'ils font ça pour honorer la mémoire de Sœur Emmanuelle, pour suivre son œuvre. Et souvent, les testateurs n'ont pas eu d'enfants. C'est un moyen aussi pour eux de donner une chance à des enfants qui n'en ont pas eu par la vie. Et c'est un moyen pour eux, après leur décès, de donner une chance à des enfants de devenir adultes dans de bonnes conditions et de s'engager à leur tour pour un monde plus juste. Et je crois que vous vouliez évoquer avec nous l'histoire d'une testatrice qui, à l'occasion d'un legs, a réalisé ce qu'était le partage finalement. Oui, donc cette dame, elle a vu Sœur Emmanuelle à la télévision. Elle était enchantée par Sœur Emmanuelle qu'elle ne connaissait pas jusqu'à ce qu'elle voie l'émission. Et donc, elle m'appelle en me disant « Je veux vous faire un don et je veux faire un leg ». Et donc, on a rencontré cette personne. Elle a participé à plusieurs événements qui avaient lieu à ce moment-là avec Sœur Emmanuelle. Et cette dame qui avait été tournée toute sa vie sur le business, puisque c'était un chef d'entreprise qui s'était fâché avec son fils, elle me disait combien elle réalisait la joie que c'était de partager. Et c'était la première expérience de partage qu'elle faisait et ça l'avait remplie de joie sur les derniers moments de sa vie, en fait. Mais ça avait ouvert son cœur et ça l'avait probablement rempli de bonheur, savoir qu'elle allait faire le bien, même après sa mort. Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette transmission solidaire qui est si belle et si émouvante? Nous sommes tous héritiers d'un même combat. C'est le combat de Sœur Emmanuelle. C'est faire un leg, c'est une des choses les plus intimes, une des choses les plus belles qui puissent se faire. C'est permettre à la vie de grandir après sa vie. C'est un geste de confiance extraordinaire qui, moi, m'émeut toujours, qui montre l'attachement d'individus au combat de Sœur Emmanuelle, qui montre l'attachement d'individus
à l'impérieuse nécessité d'agir toujours plus fort pour les enfants à travers le monde. Nous sommes tous les héritiers d'un même combat. Et je terminerai juste par ce rappel de cette phrase qui pour moi est magnifique de Sœur Emmanuelle, hein. L'amour ne capitule jamais, même la mort, c'est pas la fin de l'amour. Donc ça, grâce à Catherine, hein, qui a beaucoup développé le legs, c'est une façon de vivre cette non-capitulation de l'amour pour les enfants. Merci Pierre, merci évidemment également à Catherine et à Vatoussoir, mais je suis sûre que vous allez répondre à quelques questions dans quelques instants parce qu'elles sont nombreuses. Merci à vous d'avoir été parmi nous en ce mercredi midi pour cet échange. Évidemment, si vous souhaitez faire un don, on vous donnera toutes les informations nécessaires à la fin de ce webinaire. Mais avant cela, je vous propose de répondre à vos questions. Alors, je vais regarder, je crois qu'on en a beaucoup. Je vais aller voir du côté de notre chat. Hop. Déjà, bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Ewa. Et il y a Kirsten qui nous pose une question, peut-être que Pierre ou Catherine, vous allez pouvoir répondre. Kirsten qui demande s'il y a encore des actions en Inde du Sud. Alors oui, Kirsten, il y a toujours des actions en Inde du Sud. Et je sais que vous êtes très intéressé et touché par le profil du Père Serra, qui était notre partenaire en local. Et là, je vais laisser Catherine en témoigner. Le Père Serrac est une personne inspirante, comme rarement des gens le sont, comme l'a été Sœur Emmanuelle. Et je vais laisser Catherine, qui a connu cette époque-là, en parler. Aujourd'hui, le Père Serrac est très âgé. Son association continue. Hein. Aujourd'hui, nous sommes toujours investis en Inde avec d'autres associations qui nous permettent d'aller sur des territoires qui n'étaient pas préemptés par d'autres structures, où il fallait répondre à des besoins urgents, de manière à ce que des enfants dans ces quartiers-là, où il n'y avait encore rien, puissent trouver, la protection, l'éducation. Je ne sais pas si Catherine, tu veux dire quelque chose sur le Père Serrac, parce que c'est une personnalité tellement belle et tellement en adéquation avec Sœur Emmanuelle qu'il y a peut-être deux, trois anecdotes à partager avec... Sœur Emmanuelle et le Père Serrac se sont rencontrés assez peu souvent, quelques fois à Paris, mais ils se retrouvaient sur la cause des enfants. Le Père Serrac, c'était un personnage extrêmement sensible, empathique, donné à la cause, et avec Sœur Emmanuelle, voilà, ils étaient sur le même combat, ils se retrouvaient totalement, ils n'avaient rien à se dire de plus que se regarder en se comprenant, en fait. Et peut-être une petite anecdote actuelle, hein. L'actuelle présidente, Catherine Larieux, est très proche des jésuites. Elle dirige un centre de jésuites, et le Père Serrac était jésuite. Donc l'esprit du Père Serrac continue au travers de tous ces liens, de diffuser toute la charité qu'il a vécue toute sa vie. Et oui, Kirsten, c'est une très belle référence, hein, que l'on garde dans notre j'allais dire notre viseur, c'est pas très beau, mais en tous les cas, dans notre cœur, ça c'est sûr. Merci à vous deux pour cette réponse. Je pense que vous avez eu la réponse à vos questions. Kirsten, Lambolay demande s'il y a encore des chantiers de volontaires d'Asmae. Alors non, il n'y a plus de chantier volontaire. Je vais expliquer pourquoi. Enfin, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que nous sommes dans des endroits aujourd'hui qui peuvent être assez dangereux. Je pense par exemple à nos collègues du Burkina Faso, qui aujourd'hui doivent toujours être présents et font un travail mais vraiment extraordinaire dans le Sahel, extraordinaire, dans des conditions très compliquées, où très clairement, il ne fait pas bon être français aujourd'hui dans ces zones-là. Ça peut être dangereux. Donc il est hors de question que l'on puisse mettre des jeunes Français, des jeunes tout court, en situation de danger. Une mention quand même, nous développons beaucoup en France, au travers du projet Yalla, l'implication de jeunes volontaires. J'avais encore ce matin une grosse réunion avec eux. Ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes géniaux. Ils ont entre 20, 22 ans, 23 ans. Ils vont dans les classes un peu partout en France pour sensibiliser les enfants sur leurs droits, sur la nécessité
impérieuse d'être protégés. C'est quand même 15 000 jeunes qui, tous les ans, sont sensibilisés par ces jeunes volontaires investis ici et maintenant en France. Ils font un boulot fou. Nous avons besoin de faire plus. Donc, du coup, avec eux, on envisage l'année prochaine des développements. On pourra peut-être vous en parler au prochain webinaire Style Online. Merci Pierre. Il y a une question de Brigitte pour Vatusoa. Elle nous demande si vous pouvez lui parler, Vatusoa, du centre d'accueil à Tananarive pour les enfants des rues. Elle demande si un deuxième centre a été ouvert. Il y a une partie que j'ai un peu... c'est ma connexion. Vous pouvez répéter? Vous voulez que je repose la question? Oui, s'il vous plaît. C'est Brigitte qui vous demande de parler du centre d'accueil à Tananarive, centre d'accueil pour les enfants des rues. Elle vous demandait si, voilà, des nouvelles et savoir si un deuxième centre avait été ouvert. Là, je ne sais pas de quel centre il s'agit précisément, mais en tout cas, nos partenaires opérationnels sont les 4 partenaires opérationnels du projet Enquise, sont tous donc des centres de jour où on accueille toujours des enfants en situation donc, de rue. Donc, si Brigitte pourrait être un peu plus précise, si vous pouvez donner un nom pour que je puisse... Ah, Brigitte, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous voulez préciser votre question? Vous pouvez aussi ouvrir votre micro et la poser si vous voulez. Hein. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Bonjour Vatusoa. J'ai visité le premier centre à Tana et c'était il y a plus de 10 ans. Quand ce centre était quand même petit. J'ai discuté longuement avec le directeur et quand je suis partie, je lui ai promis que de mon pays, en France, j'allais continuer à aider les enfants et c'est ce que je fais toute l'année. Et il me semble avoir lu récemment qu'un deuxième centre allait être ouvert à Tana justement pour accueillir les enfants des rues. Alors, voilà, c'est important pour moi parce que à chaque fois que je présente Asmae, je parle de ces centres d'accueil, quoi. Avec tout mon cœur et en étant avec vous tous, Samada. Oui, merci beaucoup pour ces intérêts que vous portez à notre association. En tout cas, peut-être je vais faire plus écho à est-ce qu'il pourrait s'agir donc de centre Monde où on a voulu leur mettre à disposition le centre Claire et Jeanne. C'est une maison donc, de notre patrimoine qu'on a voulu partager pour créer, pour accueillir ces enfants en situation de rue. Donc, s'il s'agit de ce centre-là, donc c'est un centre qui est totalement opérationnel actuellement, donc ce qui est devenu un centre de jour et de nuit qui accueille vraiment ces enfants en situation de rue. 24 sur 24 et 7 jours sur 7 avec les accompagnements qui viennent avec. Merci beaucoup. Okay. Merci pour votre réponse. Alors, j'aimerais dire un petit mot aussi concernant les personnes qui parlent des chantiers avec nostalgie. Aussi pour moi aussi, j'en ai réalisé. Mais on peut continuer à aider les enfants de notre pays, de la France, sans aller... Bon, c'est sûr que c'était formidable d'aller dans le pays, mais continuer à aider les enfants de chez vous, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, c'était la remarque que je voulais dire. Oui, vous êtes plusieurs effectivement à évoquer. Merci Brigitte. Merci Avec plaisir d'être présente à chaque fois. Il y a Marilyn aussi, dont on a le témoignage ici. Elle dit 16 ans après avoir fait un chantier en Inde à Chennai, les enfants et les adultes rencontrés sont toujours dans un petit coin de ma tête et dans mon cœur. Et les actions initiées par Sœur Emmanuel et Asmae, évoquées dans de nombreuses discussions. Merci beaucoup pour ce témoignage, Marilyn. Il y a Uline qui nous dit bonjour. Est-ce que vous avez une question pour nous? Bonjour Uline, déjà. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Je voudrais juste remercier Brigitte pour tout le travail qu'elle fait à l'année.
parce que vous ne le savez peut-être pas, vous tous toutes qui êtes en ligne, mais Brigitte, tous les ans, pendant toute l'année, organise des petits événements de vente d'objets, de collecte, qui, mis bout à bout, fait que Brigitte est une des meilleures donatrices d'Asmae. Donc, c'est pas anecdotique, c'est essentiel. À la fois par l'esprit et par le côté pratique, c'est-à-dire l'effectivité de l'argent que vous réussissez à rassembler. Brigitte, merci beaucoup. C'est avec vraiment plaisir. Tu dis que je veux vendre des objets, mais je vends ce que je confectionne. Je fais de la couture. La semaine dernière, j'ai tenu un stand pour la fête des pères et des mères. J'ai confectionné des kimonos, des tabliers. Tout ce que je vends, c'est moi qui le fabrique. Voilà. En fin d'année, je fais les marchés de Noël. Dernièrement, en mois d'avril, c'était mon anniversaire, donc j'ai demandé des bons d'achat pour acheter du tissu. Donc, mon cadeau d'anniversaire, c'était du tissu pour Asmae. Tout le monde peut faire ça, quoi. Voilà. Donc, c'est chaque jour, je fais quelque chose pour Asmae. Asmae fait partie de ma vie. Ouais, merci beaucoup. Et merci beaucoup parce qu'on est fiers de cela. Et c'est un grand réconfort que de savoir d'avoir des amis comme toi. Avec plaisir. Et on se voit demain. Oui. On est toujours demain, très heureux c'est l'Assemblée générale pour les auditeurs. On est toujours très heureux de chocolat. chaque webinaire. Il y a Hulin ou Huline qui remercie Asmae pour ce webinaire très clairvoyant et intéressant. Donc, merci encore Vatousoa, Pierre et Catherine. Je pense qu'il va être l'heure de refermer ce webinaire. On se retrouvera dans quelques mois pour un nouveau. Vous avez ici un QR code que vous pouvez flasher si vous le souhaitez. Vous pouvez également contacter Catherine ou le reste de l'équipe pour tout échange personnalisé. N'hésitez pas. Vous avez Eulalie aussi, qui est le contact relation donateur, dont vous voyez ici les coordonnées, le mail et le numéro de téléphone. Hulin qui remercie beaucoup Catherine pour son accueil et son intervention. Donc, merci encore Catherine. Merci à tous. N'hésitez pas à contacter les membres d'Asmae. Et puis, rendez-vous dans quelques mois pour découvrir à nouveau des projets sur le terrain avec Vatousoa peut-être ou d'autres. Et Olivia, merci à vous parce que vous êtes très importante pour nous aussi. C'est grâce à vous que nous réussissons tous et toutes à avoir un discours clair, dynamique et à faire passer les plus belles idées de Sœur Emmanuelle aux gens qui se connectent. Donc vraiment, merci Olivia. C'est rien du tout. Moi, je ne fais que passer la parole. Merci à tous. Merci Brigitte. Merci Marilyn. Merci à tous ceux qui étaient présents. Un coucou à Madagascar et à Vatousoa. Et puis évidemment aux équipes à Paris, Pierre, Catherine et tous les autres. Merci. Très belle journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.